Bonjour Claire Berger, merci d'être avec nous pour votre dernier film, Langue étrangère, qui sort en salle ce 11 septembre 2024. 1h45 de bonheur. Je vous propose ensemble de revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes de la région Grand Est, euh, Forbach, plus exactement, originaire de Forbach. Tout à fait. On s'est rencontrés lors de la projection à Metz. Pour vous, c'est une émotion spéciale de revenir à Metz, de revenir dans votre région et de faire une tournée qui est dans le Grand Est. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai fait en plus la plupart de mes films dans le Grand Est et même plus particulièrement à Forbach, mes courts-métrages et mes premiers longs-métrages. C'est un territoire auquel je suis attachée. J'ai essayé aussi de le raconter à travers mes films, donc c'est toujours une grande émotion de revenir là-bas. Ouais. Alors il y a un petit bruit de vent, on va voir de votre côté, peut-être de bouger le moins possible. Votre premier travail, c'était le journalisme, et je veux faire le lien avec votre premier film. Voilà, Ouais, je vais essayer de d'accord, c'est peut-être peut-être. ça. Merci Claire. Ouais. Ouais, je reviens à votre parcours. Votre premier job, c'était journaliste. Et le premier film, votre premier film, ça a été Party Girl, primé Caméra d'or à Cannes, dans Mhm. lequel il y avait un mélange entre documentaire et fiction. D'ailleurs, vous aviez fait travailler des comédiens amateurs. Et au fil du temps, cette distinction, qui est devenue finalement une fusion entre fiction et réalité, elle s'exprime comment dans votre dernier film, Langue étrangère, dans son écriture et dans sa réalisation? Alors déjà, dans mon dernier film, Langue étrangère, il y a aussi un personnage qui est mythomane et qui invente des fictions et qui... Donc j'aime beaucoup jouer avec le concept de réalité et de fiction. Je crois qu'il est beaucoup plus trouble que ce qu'on imagine. Vous citiez Party Girl tout à l'heure. Party Girl, c'est vraiment une fiction puisque même si les acteurs sont non pro et même si l'histoire est inspirée de leur propre rôle, ils jouent véritablement. Ils jouent la comédie et c'est pas du tout une captation documentaire. Mais ça m'intéresse toujours de jouer avec la grammaire, en tout cas, d'avoir une forme de pacte avec le spectateur sur le côté authentique, réaliste. Pour autant, ce sont des films de fiction à chaque fois. Et j'aime bien décliner finalement les possibilités que m'offre comme ça cette friction entre réel et fiction. Et dans mon dernier film, Langue étrangère, il y a encore beaucoup de choses qui sont inspirées de mon histoire familiale. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont des choses qui sont réellement arrivées. Pourtant, les gens jouent. Il y a aussi du non-pro. Il y a Josefa Anjus qui joue la jeune Allemande. C'est sa première fois à l'écran. Et pour moi, ça reste important de travailler aussi avec des gens qui ont cette fraîcheur, même s'il y a aussi cette fois-ci Chiara Mastroianni et Nina Hoss, qui sont de grandes actrices. J'ai deux adolescentes, Lily Krasnug et Josefa Enjus. On pourrait se dire d'une certaine manière que ce sont des non-pros. Il est vrai que Josépha, c'est son premier film. Elle était d'ailleurs dans la tournée à Metz notamment. Son jeu, sa rencontre, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une histoire d'amour professionnel et qu'elle explose réellement à l'écran avec à la fois une interprétation très sensible et un peu brute et qu'elle a vraiment une force charismatique qui a influencé le film. À quel point il a influencé votre écriture aussi et l'histoire du film? Alors moi, je suis vraiment fan de mes deux jeunes actrices, et puis je dirais aussi de Chiara Mastroianni et Nina Hoss, même si c'est vrai que le film peut-être est plus axé sur les deux adolescentes. C'est vrai que Josefa, il y a quelque chose de très fort dans cette rencontre. J'ai cherché beaucoup parmi un certain nombre d'actrices de la jeune génération allemande qui pouvaient incarner ce personnage de Lena. Et quand j'ai rencontré Josefa, c'était vraiment une évidence. Je crois qu'elle a d'immenses qualités de jeu et que d'ailleurs je suis assez convaincue qu'elle est promise à une grande carrière et en Allemagne et en France puisqu'elle parle bien le français maintenant. Et c'est en plus un personnage quelque part qui s'inspire peut-être le plus de tous les personnages du film. C'est celui qui était le plus proche de moi à l'adolescence. Donc oui, c'est une histoire d'amour professionnel qui commence. J'espère en tout cas pouvoir retourner avec elle bientôt.
ce travail et cette spécificité pardon, que vous avez d'être au plus près du réel, de défendre aussi le point de vue de chaque personnage. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement présent, même s'il était déjà dans vos deux films précédents. Mais cette fois-ci, vraiment, les deux générations, les adolescentes, leurs parents, vous rentrez, vous défendez chaque personnage dans sa logique, sans jugement, en évitant tout raccourci. Cette profondeur de vision, cette tendresse envers vos personnages, elle s'inscrit aussi dans une démarche personnelle d'introspection que vous auriez fait, alors peut-être dans les années Covid ou avant, et qui vous permet d'aller plus profond dans l'humain? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse au cinéma. Moi, je sais que le cinéma, c'est quelque chose évidemment d'important pour moi, mais les films qui m'ont le plus bouleversée, c'est pas forcément des films où la mise en scène était très spectaculaire. À chaque fois, c'est vraiment la rencontre avec des personnages. Moi, ce que j'aime, c'est de quitter la salle et de me sentir habitée par des personnages, par des gens que j'ai l'impression d'avoir rencontrés presque humainement. Et évidemment, ça tient beaucoup aux acteurs. Il y a l'écriture, il y a la dramaturgie, mais ce que dégage l'acteur et ce qu'il est capable de performer à l'écran est indispensable. Et moi, je dirais que mon cinéma, il repose avant tout là-dessus. J'ai envie, comme vous le dites aussi, de ne pas donner des leçons. Alors, par exemple, ça, c'est un film cette fois-ci qui essaie de parler de politique aussi et d'engagement, mais pour autant, j'avais pas envie d'avoir un discours militant. Ce qui m'intéresse le plus, vraiment, c'est d'essayer de scruter l'humain, l'intime, de donner aussi aux spectateurs des émotions simples mais fortes. J'ai envie qu'ils soient émus par les gens qui regardent et que parfois aussi ils se disent qu'ils ressemblent aux personnages. Donc voilà, et ça nécessite à la fois de la bienveillance envers mes comédiennes sur le plateau, mais évidemment envers les personnages. Et j'ai toujours envie de donner raison à chaque personnage dans sa logique interne. Oui, c'est ça. J'espère, en fait, j'aimerais bien être comme ça dans la vie aussi. J'aimerais bien être comme ça dans la vie aussi, d'être capable à chaque fois de comprendre mes interlocuteurs et de comprendre pourquoi ils sont comme ils sont. Ouais, où chacun se situe. C'est vrai que dans votre cinéma, en tout cas, on le sent très intensément. Vous parliez d'engagement. Vous avez été marraine, je crois, une ou plusieurs fois dans le festival engagé Vision Sociale. Euh, Est-ce que ce film, il pourrait y être projeté? Je voulais savoir aussi, à travers cette expérience, lorsque vous faites des projections devant des publics particulièrement engagés, comment est ressenti votre cinéma? Est-ce que aussi peut-être vous avez eu l'occasion de le faire avec ce nouveau film, comment est ressenti plus généralement par le public? J'ai l'impression vraiment qu'on est face à un cinéma très populaire dans le bon sens du terme, comme vous l'expliquiez, proximité avec les personnages, vous donnez réellement vie à ces personnages. Et en tout cas, au vu des réactions qu'il y a eu dans le public, dans le réel, je me posais aussi la question pourquoi on ne vous voit pas plus dans les médias dits mainstream, tellement votre cinéma, qui est un cinéma d'auteur à la fois, euh, est extrêmement populaire dans le bon sens du terme, pardon, et même universel finalement. D'abord, je vous remercie. Alors, le festival Vision Sociale, je crois qu'ils ont vu le film. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais été marraine de ce festival et j'aime bien penser aussi notre travail de réalisateur et puis d'artiste plus généralement comme une forme d'engagement. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de donner des leçons de morale aux gens, leur dire ce qu'ils doivent penser. Mais par contre, j'imagine que quand on décide de regarder telle ou telle euh, histoire, telle ou telle personne, il y a déjà quelque chose de politique. Dans Party Girl, faire un film sur une femme de 65 ans qui vieillit, pour moi, c'est politique. Dans C'est ça l'amour, avec Bully Lanners, de parler de la sensibilité des hommes, pour moi, c'est politique. Et aujourd'hui, de regarder des jeunes femmes essayer de trouver comment elles peuvent se réaliser politiquement et, et puis aussi de parler de l'attirance de femmes entre elles. Pour moi, tout ça est politique. Bien sûr que j'aimerais que ce soit politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de ne pas renoncer à la question de l'émotion. Je trouve que le cinéma, c'est un art formidable pour pouvoir, c'est peut-être un de ceux qui le permet le plus avec la littérature, mais de découvrir le point de vue des autres, quoi, d'être dans la peau des autres pendant un petit moment et d'essayer de comprendre ce qui se joue dans leur vie, dans leurs émotions. Ça, c'est vraiment un outil extrêmement précieux. Alors pourquoi on ne me voit pas plus dans les médias mainstream, comme vous dites? J'ai une réponse très simple et très claire, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma, quand même,
il est aussi difficile à faire. C'est difficile de déplacer les spectateurs en salle. Et de plus en plus, les médias aussi ne jouent pas forcément le jeu quand on n'a pas des acteurs très, très, très connus à l'écran. Et moi, je trouve ça dommage. Évidemment, on ne peut pas tous enfin, c'est pas qu'on peut pas, hein, je veux dire, moi, je pourrais totalement faire tourner de grandes stars, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et malheureusement, les médias aujourd'hui, pour passer à la télévision, il faut faire tourner des gens très connus ou très riches ou des enfants d'eux. Et c'est dommage, mais c'est de plus en plus comme ça. Donc, je remercie d'ailleurs la radio de soutenir les films. Là, j'ai aussi fait beaucoup d'émissions de radio et j'ai l'impression que à cet endroit-là, on est peut-être encore, on soutient encore le cinéma d'auteur à d'autres endroits que celui du glamour et c'est tant mieux. Ouais, voilà, et c'est vrai qu'on peut faire aussi le pari sur Josefa Encius, qui, à mon avis, peut devenir vraiment une actrice mainstream, justement, pour reprendre la terminologie. Cette aventure, elle a commencé pendant les années Covid, vous le disiez après la projection, au niveau de l'écriture du film, et vous êtes questionné notamment sur, aussi en se basant sur les proches, c'est-à-dire les ados, ce qu'ils ont traversé pendant les années Covid, et avant de parler un peu de l'engagement politique aussi à travers le film et ces deux personnages, vous questionnez un peu sur cette génération qui a dû porter un masque, qui a dû se conformer à un âge où on aime bien être rebelle, qui a dû obéir aussi, apprendre à obéir avec les QR codes, avec une forme de vaccination obligatoire, même si les chiffres de Santé publique France montrent que les jeunes n'étaient pas concernés en termes de risque, à part des catégories particulières de comorbidité, c'est-à-dire d'enfants qui ont déjà une pathologie spécifique. Ils ont protégé les plus anciens, ils sont masqués. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Finalement aussi pour un vaccin qui ne protégeait pas tant de la transmission. Donc est-ce qu'ils ont été floués pendant ces années? Est-ce qu'ils ont appris à obéir pour vous? Et est-ce que aussi certains professeurs du Grand Est, comme je veux citer Andreas Pfeiffer ou Pascal Corradini, qui ont un peu engagé le dialogue, je vais dire qui ont eu le malheur d'engager le dialogue sur le masque, sur les obligations liées au protocole sanitaire, ont été fortement réprimandés par l'éducation nationale et puis par la faculté pour ce qui est de Pascal Corradini. Pour vous, est-ce que ça a manqué de dialogue, ça a manqué de contradiction? Est-ce qu'aujourd'hui on supporte encore la contradiction, le débat? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Hem, je crois qu'on vit un moment assez compliqué en effet où les gens, ont plus de mal à s'écouter, à s'entendre, à se parler, à dialoguer, ou même à débattre, hein. Je crois que tout fait polémique et que chacun a tendance un peu à se, mmh, à s'enfermer dans des idées simplistes qui sont les siennes sans chercher à faire le pas vers l'autre. C'est dommage. Moi, dans le film, j'essaye, par exemple, de travailler à essayer de comprendre pourquoi il y a tellement de conflits intergénérationnels et je crois on aurait vraiment intérêt face aux enjeux qu'il y a aujourd'hui, ne serait-ce que la catastrophe climatique à travailler ensemble, les différentes générations pour trouver des solutions. Sur la question des masques, du Covid et cetera, je veux dire moi comme vous, on a vraiment vécu un moment, extrêmement, singulier, angoissant, difficile, avec, parfois des réponses apportées par nos gouvernements, questionnables, ridicules. Moi, ce que j'ai retenu surtout de ce moment-là, c'est 2 choses. C'était vraiment le moment où j'étais en train d'écrire. C'est vrai que je me disais: «C'est terrible quand même de voir cette jeunesse», parce qu'il y avait des chiffres, vraiment très alarmant, et c'est encore le cas, hein, de détresse, psychique chez les jeunes adolescents. Dans ma famille Établi, il y a eu vraiment une explosion et toutes les associations et de psychologues ont reconnu d'ailleurs cette explosion pour un pays où on a un des plus faibles taux de psychologues par étudiant aussi, de psychologues scolaires, je parle des facultés du coup. oui, c'est ça et puis je vous dis, moi, j'ai même été touchée de près dans ma famille, par des grandes détresses et des grandes difficultés, des tragédies, hein, de jeunes gens qui allaient très, très mal, et qu'on n'était pas capable de soigner parce qu'en plus on a retiré beaucoup d'argent, hem, aux hôpitaux publics et aux hôpitaux psychiatriques et je trouvais ça dingue de voir,
des gens aussi proches de 13-14 ans dans des situations de grande détresse et que l'État n'était pas capable de prendre en charge ou de soigner pour des raisons assez ridicules. Moi, j'ai retenu à la fois vraiment que on le sait, on l'a tous vécu. Je veux dire, l'adolescence, c'est un moment où quand même la question de la sociabilité, la question de la scolarité, c'est des choses très importantes. Là, il y a une génération quand même qui s'est pris vraiment des punitions extrêmes, hein, d'être isolé, de ne plus voir ses camarades, de devoir rater beaucoup de cours pour sauver des vies des gens plus âgés, où on leur faisait peur en plus. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gratitude des générations plus anciennes, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas pour autant plus préoccupé de la jeunesse, on n'a pas donné plus de moyens pour améliorer l'avenir de ces jeunes gens qui ont sacrifié des choses très précieuses, je crois, pour nous. Donc, moi, je peux comprendre que cette jeunesse soit en colère à certains endroits, même si dans cette colère, il y a des choses à travailler parce qu'en effet, il vaut mieux maintenant, je crois, se retrousser les manches. Mais je me dis, voilà, ces jeunes, ils ont affaire à beaucoup, beaucoup d'angoisse. On le sent, hein, enfin, je veux dire, Oui, Claire, plus âgés, on voit bien qu'on vit dans un monde là qui nous rend. Ah, vous avez des problèmes ça coupe un techniques? peu. Justement, le côté engagé et politique du film, bah, c'est effectivement à la fois un travail d'écriture intelligent et profond sur les peurs de ces générations. Et puis aussi, je vous ai entendu dans des interviews développer un peu ce côté aussi qu'on voit dans le film, parce qu'on voit la résurgence des extrêmes droites, aussi bien en Allemagne notamment, mais en France. Et puis aussi le rêve de ces deux adolescents d'aller dans les manifs, de flirter un peu avec l'ultra-gauche, comme on l'appelle aujourd'hui, et les black box même. Euh, Est-ce que finalement, face à des chocs comme le Covid ou des chocs aussi comme vous le dites, comme la disparition des services publics et de beaucoup de choses, évidemment l'urgence climatique, cette génération, elle n'a pas tendance à partir forcément dans des engagements un peu extrêmes, que ce soit, comme vous le disiez, de Bardella sur TikTok qui cartonne, ou que ce soit des manifestations, d'aller dans l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche, peu importe comment on l'appelle, sont des réponses un peu que cette génération essaye d'apporter à ce qu'ils vivent. Bah, en tout cas, ce que je constate, hein, dans les chiffres, c'est-à-dire que les jeunes ne votent pas assez et votent très peu et qu'on a du mal à les atteindre et qu'il y a très peu de propositions pour les jeunes, finalement, dans les programmes politiques, de nos politiciens. Puisque en plus, d'une certaine manière, ils se désintéressent de la question de la jeunesse puisque les jeunes ne votent pas assez. Donc c'est un truc qui se mord la queue. Et c'est vrai que, face aux enjeux il y a une tentation de radicalité et de colère. Alors, elle peut s'exprimer à l'extrême gauche, à l'extrême droite. On sent bien que nos démocraties sont un peu malades en ce moment et que c'est dangereux. Je crois que ça concerne aussi les jeunes, évidemment, parce que dans la jeunesse, il y a une fougue, il y a quelque chose de puissant qui ne demande qu'à s'exprimer. Moi, je comprends très bien qu'un jeune ait envie de s'emparer de son avenir et qui pourrait le lui reprocher. Donc, quand on sent que le pouvoir est entre les mains d'une génération qui n'a pas l'air d'agir euh, pour, euh, pour améliorer des choses qu'on nous annonce comme apocalyptiques et catastrophiques, évidemment qu'on peut être tenté de se radicaliser. Et je crois que c'est pas forcément la solution, hein, malheureusement. Mais en tout cas, on peut au moins faire ce constat qu'il y a peu de jeunes qui votent et qu'aujourd'hui, quand ils votent, en effet, ben, soit c'est pour l'extrême droite, soit finalement il y a cette tentation de se radicaliser. Et puis j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que là, il y a une jeunesse qui s'est aussi mobilisée pour faire barrage à l'extrême droite, justement, et puis on lui dit qu'elle a perdu alors qu'elle a gagné. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent qui n'aident pas, je crois, les jeunes à avoir foi dans la politique, et c'est bien dommage. Et je trouve après dommage qu'on se plaigne en disant que c'est étonnant que les jeunes se radicalisent. Moi, quelque part, je comprends. Je ne les encourage pas à le faire. J'encourage, par contre, notre génération à faire plus de place à la jeunesse et à vraiment se préoccuper de son sort et à essayer d'agir pour améliorer l'avenir de notre jeunesse.
Alors votre film, on l'a compris, il est engagé, c'est une réflexion profonde, mais à la fois il y a beaucoup de moments légers, beaucoup de rire. Il y a cette scène savoureuse, puisque le film commence sur un échange, alors je sais plus si c'est Erasmus, mais un échange un lycée, donc une jeune Française qui va en Allemagne, il y a toute une scène vraiment savoureuse où il y a tous les clichés des Français, des Allemands sur les Français, des Français sur les Allemands, les subtilités aussi de langage, puisqu'on dit le couple franco-allemand, par exemple, en français, alors on est plus sobre en allemand. C'est des scènes comme ça que vous avez écrit intégralement ou c'est venu aussi avec les deux comédiennes excellentes, aussi peut-être avec les lycéens, vous ont proposé des idées. Comment ça s'est tourné ces scènes qui sont vraiment savoureuses? Sur les clichés Alors franco-allemands? Alors moi, j'avais envie de faire un film sur l'amitié ou le couple franco-allemand, mais évidemment, je ne suis pas complètement dupe et je sais bien qu'il reste beaucoup de stigmates des choses qui sont arrivées entre nos pays et que de toute façon, de façon générale, face à l'étranger et à une autre culture, les gens sont pleins de clichés. Donc je voulais qu'il y ait une séquence qui raconte ça. Tout à l'heure, on parlait du Covid. Moi aussi, j'étais très surprise de voir que pendant la période du Covid, nous, en Lorraine, justement, et ça m'a beaucoup peinée à un moment donné, j'ai senti que les frontières se refermaient, qu'il y avait près de Forbach, près de là où je suis née, donc aussi des Allemands qui tout à coup avaient peur des Français parce que ils avaient le sentiment que les Français avaient plus le Covid ou enfin des choses qui étaient terribles, hein. Et puis après, il y a eu aussi des choses magnifiques, comme des Français qui ont été soignés dans les hôpitaux allemands. Bon, mais moi j'ai l'impression que faut pas se leurrer, il y a quand même encore des tensions, même si c'est très beau de voir nos peuples se réconcilier, s'être réconciliés. Et cette séquence où tout à coup des jeunes s'alpaguent mutuellement, des jeunes Français et des jeunes Allemands en se faisant des reproches. Je l'ai écrite avec les jeunes en fait. Je suis allée dans des classes allemandes et dans des classes françaises. On a imaginé tout ce qui pourrait être dit si on oubliait la politesse un peu. Et évidemment, on est allé dans tous les clichés. Il y a énormément de choses que je n'ai pas montées, mais qui étaient très très drôles, ou pas drôles du tout, mais très violentes. Euh, Enfin, je vous invite à aller voir le film, tous, pour découvrir ces blagues. Je ne veux pas les spoiler. Le film aussi a une très belle réussite en termes de relations un peu brutes au départ qui devient une amitié, puis plus ce film aurait pu finalement s'appeler Le choix d'aimer, tellement les personnages se retrouvent vraiment face à quelque chose d'universel, c'est-à-dire juger l'autre ou l'aimer, le pardonner avec ses faiblesses et ses délires peut-être. C'est un des messages que vous avez voulu faire passer dans le film sans spoiler non plus évidemment. Oui, bien sûr, oui, c'est vraiment même la thématique profonde du film. C'est vraiment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on traverse la frontière de nos propres corps et de nos propres esprits pour aller à la rencontre de l'autre, et de l'autre qui nous est forcément étranger, quoi. Et donc c'est vrai pour moi à l'échelle européenne, mais c'est vrai aussi à l'échelle totalement intime. Euh, je sais que le langage nous permet de communiquer, mais je sais aussi que entre français et allemand, bah, on n'a pas la même façon de voir le monde, on n'a pas la même culture, mais finalement, à l'intérieur même d'une famille, il y a beaucoup de barrières. C'est difficile de rencontrer l'autre et le langage ne le permet pas toujours. Euh, et j'avais envie de faire un film qui racontait aussi la beauté de sortir de soi pour aller vers l'autre, pour l'accepter et pour s'enrichir aussi de ce qu'il peut nous apporter et surtout à l'adolescence, à quel point ça peut nous construire, d'être au contact de l'autre et de l'autre différent. Merci beaucoup Claire Berger d'avoir passé ces quelques minutes avec nous Merci à en vous. pleine tournée de promo. Et puis on rappelle aussi que la musique est très réussie, on aurait pu en parler, Rebecca Warrior si vous voulez en dire un mot. Je salue aussi Aurélien Cabrol du journal La Tribune qui a ces mots qui sont justes. Il parle d'alchimie entre discours politique et discours amoureux, entre universel et intime. C'est des beaux mots qui caractérisent, je trouve bien, votre film qui est très réussi. Langue étrangère, sorti le 11 septembre dans tous vos cinémas favoris. Merci encore d'avoir été avec nous, Claire, si vous voulez donner un Merci à mot de vous. conclusion. À Un mot très de bientôt. conclusion, vous parliez de la musique. Oui, Rebecca Warrior, c'est un génie musical, je le dis. Voilà, je voulais travailler avec elle parce que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et je suis très fière qu'elle ait composé la musique du film.
une personnalité aussi atypique. À très bientôt, Claire Berger, pour vos prochains projets. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.